Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, c'est la première émission entièrement réalisée à partir d'images amateurs. Et nous vous proposons les meilleurs sujets diffusés ces derniers mois, du printemps arabe à Fukushima en passant par la Grèce et la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que nos observateurs étaient à chaque fois au cœur des événements. En avril dernier, alors que les combats faisaient rage à Abidjan entre les forces loyales au président sortant, Laurent Gbagbo, et celles d'Alassane Ouattara, les gens se terraient chez eux. À ce moment-là, nous avons parlé avec plusieurs de nos observateurs sur place et notamment avec des ressortissants français. Écoutez ce témoignage sur fond de tirs de mitraillettes. On part pour la capitale économique de Côte d'Ivoire avec Yves, un Français qui habite le pays depuis 5 ans. C'est à partir de vendredi qu'on a commencé à entendre des coups de feu. Ça tire et c'est 2 rues derrière en fait. Les gens ont peur parce que des jeunes profitent de cette occasion pour voler des véhicules en premier lieu, monter dans ces véhicules. Je ne sais pas par quels moyens ils sont armés, mais profitent de cette situation pour venir piller en priorité les magasins et ensuite les biens des gens. S'ils volent votre cellulaire ou votre téléviseur en rentrant chez vous, c'est juste afin de pouvoir le revendre, afin de pouvoir manger, nourrir sa famille. Il y a aussi ce sentiment que la communauté française est indirectement liée aux événements dans le sens où les décisions de nos chefs ont des répercussions sur la communauté civile, obligatoirement. Je ne souhaite pas être évacué parce que je suis là depuis 5 ans environ. J'ai beaucoup peiné pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai beaucoup investi ici et je ne souhaite pas tout perdre en un claquement de doigts. Je veux protéger ce que j'ai. Je veux lutter. En février dernier, nous diffusions le témoignage d'un homme d'affaires russe qui affirmait que Vladimir Poutine se faisait construire un somptueux palais sur les bords de la mer Noire. Le porte-parole du Premier ministre a affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre Vladimir Poutine et ce palais. Mais 5 mois après la diffusion de ce sujet, les autorités n'ont toujours pas apporté de preuves contredisant le témoignage de notre observateur. On part sur les rives de la mer Noire, en Russie, avec Sergueï Kolesnikov, un homme d'affaires qui a travaillé sur le financement de ce palais. Premièrement, le palais a été construit par la plus grosse entreprise de construction, Spetstroy Rossi, une entreprise dirigée par un général 4 étoiles, qui répond directement au président russe. Deuxièmement, la construction de ce palais somptueux est supervisée et gardée par des agents de services fédéraux de sécurité de Russie, un organisme qui n'assure la sécurité que des hautes personnalités de l'État. Troisièmement, l'État a financé la construction d'une route à travers la montagne, d'une ligne électrique, d'un gazoduc et d'autres infrastructures qui mènent directement au palais. Des infrastructures qui ont coûté des centaines de millions de dollars. Quatrièmement, ce palais est enregistré sous le nom de Shamalov, un ami proche de Poutine. Et sa construction a été financée par Rosinvest, une entreprise dont il bénéficie à 94%. L'argent qui a servi à la construction de ce palais vient des oligarques russes. J'ai tout décrit en détail dans une lettre que j'ai adressée au président russe Dmitri Medvedev. Je sais ce qui arrive en Russie à ceux qui disent la vérité sur la corruption. Mais je crois que les gens doivent connaître la vérité, savoir où commence la corruption. L'opposition iranienne semble un peu au point mort depuis les révoltes de 2009, mais vous allez voir qu'il existe d'autres moyens de protester et la jeunesse iranienne a de la suite dans les idées. Découvrez la révolte des chevaux bouclés. Cela s'est passé à Téhéran. L'histoire nous a été racontée par Assal Akavan, une jeune iranienne en exil. En Iran, de nombreuses coupes de cheveux sont interdites, bien sûr pour les femmes qui ne peuvent pas montrer leurs cheveux. Mais il y a aussi des styles qui sont interdits aux hommes. Alors, des jeunes aux cheveux frisés ont décidé de créer un groupe sur Facebook. Ils étaient une poignée au départ. Et puis le groupe a grossi. Ensuite, ils ont décidé de se retrouver dans un parc à Téhéran pour s'amuser un peu. Ils pensaient que la police allait les arrêter, mais elle les a laissés faire pendant 1 heure avant de leur demander de partir.
Moi, je trouve ça génial, car en Iran, tous les moyens de s'amuser sont interdits. Bien sûr, ils font ça d'abord pour le fun, mais c'est aussi un moyen d'exercer leur liberté. Ce n'est pas un acte politique, mais je dirais que ça a tout de même des implications politiques. Avant que je découvre ce mouvement sur Internet, j'avais les cheveux lisses. Mais en voyant ça, j'ai décidé de me friser les cheveux. Je suis en Australie, mais si j'étais à Téhéran en ce moment, je ferais certainement partie de leur mouvement. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue maintenant sur notre site. Alors je vous y attends, envoyez-moi vos photos, vos vidéos, vos témoignages et devenez vous aussi des observateurs de France 24.